Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour à votre avis. Depuis environ 3 décennies et demie, le concept de bonne gouvernance made in institution de Bretton Woods est apparu et s'est imposé dans le lexique de la technostructure idéologique qui dirige l'Afrique. Disons pour faire simple que la bonne gouvernance est avant tout le produit d'une culture de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques, intégrité associée à la compétence de ceux qui en ont la charge, dans la transparence effective de l'espace politique, le principe d'imputabilité y étant consubstantiel. Il se fait qu'en Afrique, bien souvent, l'État est l'invariant institutionnel de l'autoritarisme et de la corruption, le responsable de la rétention compulsive de l'information et de l'opacité à vocation prédatrice qui font, lorsqu'on les met ensemble, le lit de la mauvaise gouvernance, dont les populations sont quant à elles les principales victimes, celles qui sont programmatiquement maintenues dans une pauvreté, un obscurantisme et un désespoir endémique. Dans un tel contexte et en raison de certaines conditions que nous allons analyser au cours de cette émission, les technologies de l'information et de la communication sont apparues, au dire de spécialistes en diverses sciences et matières, comme l'outil miraculeux qui imposerait non seulement la bonne gouvernance, mais impulserait de même le développement socio-économique et culturel, l'épanouissement humain généralisé et pourquoi pas la paix, la liberté et le bonheur définitif, c'est-à-dire donc la fin hegelienne de l'histoire. À votre avis, a décidé d'analyser ce discours lénifiant et nous allons tenter de comprendre le dessous de ces cartes avec les contributions de nos deux invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Monsieur Ousmane Bamba, vous êtes manager de Bamako 2.0 et vous êtes professeur de droit des technologies de l'information et de la communication. Et Monsieur Nyamaloua Berete, vous êtes juriste expert en droit des technologies de l'information et de la communication et correspondant informatique et liberté. Tout à fait. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation d'Africab Télévision pour cette émission. Et j'espère que nous allons donner à nos téléspectateurs de la matière à comprendre la problématique des technologies de l'information et de la communication et la gouvernance en Afrique. Nous allons maintenant voir ce que les Africains pensent de notre sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans l'éthique. Parce que c'est le moteur même du développement. Si par exemple quelqu'un est malade, d'accord, il n'a pas le moyen de se déplacer et la consultation se fait en France, vous voyez. Donc à partir de la France, un médecin n'a pas besoin de se déplacer pour venir. On peut faire ça grâce aux technologies de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication vont constituer en fait une révolution dans le monde à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la formation à distance, ça permet à tout un chacun d'accéder à la science et de se former dans tous les domaines. N'importe quel individu avec un smartphone peut accéder aux ressources numériques. Et les ressources numériques peuvent être développées dans tous les secteurs du monde. On peut tirer des informations de la Chine, des États-Unis, partout. C'est-à-dire tout ce qui a marché ailleurs, on peut le savoir et l'adapter ici. Avant, on avait besoin d'avoir son visa pour aller jusqu'à l'extérieur pour voir les choses et revenir le faire. Mais maintenant, il y a une ouverture énorme. Une croissance de 10% de TIC entraîne automatiquement une croissance de 1% du PIB. Donc, vous conviendrez avec moi que les technologies de l'information et de la communication induisent un développement d'un pays. Les gouvernements et les intellectuels africains doivent s'approprier les différents modèles de consommation pour les transposer en fonction de la réalité africaine.
Actuellement, il y a beaucoup de ce que nous appelons des tutos, c'est-à-dire c'est des formations à distance sur le net. Suivant ces formations à distance, nous pourrons avoir beaucoup d'idées sur ce que nous voulons. Car la nouvelle technologie, presque tous les métiers sont basés sur la nouvelle technologie. On ne peut pas parler de développement économique aujourd'hui sans la participation et sans l'usage de la nouvelle technologie aujourd'hui. Tout est à cette base-là, à partir de cette base. Tout ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à l'économie, à l'émancipation, au développement, tout ça, c'est à base de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire grâce à Internet, par exemple, qui permet à un temps T, à un instant T, à quiconque, à un commerçant, à un agriculteur, à un journaliste, à n'importe qui veut aller sur le terrain de développement ou de son activité, peut rapidement passer par le TIC. Le e-commerce, comme on le dit aujourd'hui, un opérateur économique qui est au Togo, rapidement fait ses affaires à Bangkok, à Dubaï ou en Thaïlande. Rapidement, il a les réponses, la marchandise est déjà arrivée. Ça veut dire que cette TIC-là joue un rôle important dans le développement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler de TIC. On ne peut pas parler de bonne gouvernance sans parler de TIC. Parce que qui veut une bonne gouvernance a besoin quand même d'une certaine transparence. Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont là pour nous aider à un certain moment donné, c'est-à-dire à prouver cette transparence que le citoyen lambda veut. Il faut que les outils vraiment soient développés à tous les niveaux pour que les gens puissent vraiment être informés au bon moment et en temps réel. Et qu'il y ait vraiment une traçabilité de tous les traces, de tous les actes, des actes qui ont été posés par les dirigeants pendant un moment donné. Voilà, M. Bamba, l'un des téléspectateurs, l'un des interviewés a dit tout est basé sur l'éthique. Alors c'est quoi l'éthique? Commençons d'abord par définir ce dont nous parlons. Donc en fait, aujourd'hui, ça dépend de l'école à laquelle on appartient. Selon qu'on appartienne à l'école anglaise ou même française, on privilégiera telle ou telle appellation. Certains vous diront technologie de l'information et de la communication, pour parler comme les anglophones, mais les francophones vous parleront de nouvelles technologies. Mais l'une ou l'autre, sont deux appellations d'une même réalité, celle des technologies issues de la convergence entre les télécommunications, l'informatique, l'audiovisuel et le multimédia. Donc c'est toutes les technologies qui sont issues de ce mariage-là qu'on va devoir appeler désormais nouvelles technologies de l'information et de la communication ou ICT, technologie de l'information et de la communication. Monsieur Bérézy, est-ce que vous complétez ou on peut continuer? Juste pour dire que c'est un ensemble de techniques et d'outils principalement utilisés pour le traitement et la transmission des informations. Ces informations peuvent être de type texte, son, image, vidéo. Et comme il l'a dit, effectivement, on utilise la convergence de ces quatre domaines-là pour les échanger. Donc c'est une définition tout à fait complète. Très bien. Donc il s'agit en réalité d'un outil, et en particulier dans le cadre de ce qui nous intéresse, un outil de gouvernance. Absolument. Un ensemble d'outils de gouvernance. Un ensemble d'outils de gouvernance. Tout à fait. Très bien. C'est l'ensemble que j'appelais outils. Mais vous avez raison. Alors, un ensemble d'outils de gouvernance. Alors, nous avons défini ce que sont les technologies de l'information et de la communication. Je voudrais que nous voyions là aussi ce que nous entendons par gouvernance. Est-ce que vous avez, de vos deux points de vue, une définition de ce qu'est la gouvernance pour les téléspectateurs d'Africab Télévision? Non, comme vous l'avez dit, je pense que dans votre introduction liminaire, vous avez défini la gouvernance. On ajouterait la bonne gouvernance. Parce que la gouvernance, elle existe déjà, mais nous voulons la bonne gouvernance. C'est toutes ces technologies qui nous permettent aujourd'hui de mieux gérer les maigres ressources qui sont mises à la disposition de nos États pour subvenir aux besoins de nos citoyens. Avec les technologies, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre raccourci.
Et pour moi, il n'y a pas un outil mieux indiqué pour assurer la transparence que les technologies de l'information et de la communication dans l'administration, dans tous les domaines de la vie, parce qu'elles sont seulement transversales à toutes les activités humaines. Donc il n'y a pas, de mon point de vue, bonne gouvernance sans technologie de l'information et de la communication. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais c'est une vérité de la palisse aujourd'hui. Très bien. Monsieur Berté? Juste pour dire que pour moi, la bonne gouvernance ne saurait se limiter juste à l'absence de magouille. Ce qui serait effectivement déjà difficile à obtenir, mais pour moi, la bonne gouvernance suppose aussi l'efficacité dans la gestion de ce qui nous est confié. Donc, à ce point de vue, les technologies de l'information et de la communication peuvent être d'une aide vraiment précieuse. Alors, très bien. Moi je vais compléter un peu, mais je vais lire, je vais vous dire. Alors, en fait, la bonne gouvernance, semble-t-il, d'après les spécialistes, c'est l'intégrité de l'État, c'est l'efficacité de l'État et c'est la participation des citoyens. C'est un grand raccourci, mais je crois que ça va dans le sens de ce que j'ai dit en introduction et de ce que vous venez de compléter sur le plateau. Oui, je voulais simplement ajouter que, comme il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais vous verrez qu'au début, à la fin, vous avez un facteur qui ne change pas, c'est le facteur humain. C'est l'homme qui est toujours au début et à la fin, comme pour dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, quels qu'en soient les outils qu'on mettra à la disposition d'un homme qui n'est pas bien formé, qui n'a pas la conscience professionnelle, ça n'aboutira pas aux exigences de transparence que nous souhaitons. Donc nous pensons effectivement qu'il faut les technologies qu'il faut, mais il faut aussi un homme bien formé, moderne et conscient de ses responsabilités vis-à-vis de sa société et de son administration. Oui, vous avez parfaitement raison, M. Bamba, parce que en réalité, la bonne gouvernance est surtout un problème de comportement politique, en réalité. Ce n'est pas tellement une question de technologie au départ. C'est pour ça que je pense, moi, en ce qui me concerne, que ce sont surtout nos élites qui doivent être rééduquées dans le sens des vertus, des qualités qui sont supposées être celles de ceux qui gouvernent bien. En informatique, on va dire qu'ils doivent être reformatés. Ils doivent être reformatés. Voilà. Très bien. Donc, voilà, nous avons déblayé un peu notre terrain. Nous savons de quoi nous parlons. Et nous allons entrer donc dans le vif du sujet. Et je m'adresse à vous, Monsieur Berté. Oui. Technologie de l'information et de la communication et administration. Administration publique, disons. Oui. Voilà. Vous avez la parole. Pour moi, les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui un cadeau pour une administration qui se veut efficace. Nous allons voir que si nous essayons de décliner la gouvernance d'un État au niveau de plusieurs départements, vous verrez qu'aujourd'hui, les technologies de la communication et de l'information apportent énormément au niveau de la santé, par exemple. Au niveau de l'éducation, nous avons un des intervenants qui en a parlé, qui disait qu'on peut se former à moindre coût et sans voyager. Et nous avons au niveau de l'agriculture, vous avez des pays africains qui sont arrivés à mettre en place des systèmes d'information agricole où on dit aux paysans les bons moments pour s'aimer, les bons moments pour récolter et tout ça sans bouger. Donc, quels que soient les domaines d'intervention de l'État, les technologies apportent un plus. Et c'est juste des éléments qui permettent en fait de faciliter la tâche des administrations et donc dans ces cas de les rendre plus efficaces parce que les résultats peuvent être obtenus avec de moindres efforts. Oui, d'accord, ce que dit M. Berté, mais en réalité, au préalable, il faudrait que les infrastructures existent. Oui. Non, il faut qu'il y ait les infrastructures, ça c'est à n'en pas douter, mais je voulais simplement dire que les technologies sont un outil extraordinaire. Il faut faire en sorte que dans l'administration, que l'intervention humaine soit limitée partout où elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire que partout où l'intervention de l'homme n'est pas indispensable, il faut les remplacer par les technologies. Je le dis simplement par mon expérience personnelle. Pour avoir travaillé une dizaine d'années dans une organisation internationale, j'ai pu apprécier personnellement comment les technologies peuvent aider à mieux gérer, peuvent aider à la bonne gouvernance. Je prends un exemple au Mali. Simplement, nous mettons en place un réseau intranet de l'administration.
À l'époque, quand j'étais à la mission de l'informatique... Alors, intranet, expliquez d'abord à nos téléspectateurs ce que ça signifie. L'intranet... Parce que c'est ça le cœur de notre... Absolument. Bon, en fait, on va essayer de galvauder le terme. On va dire que c'est l'Internet fermé à l'administration. Très bien. Donc, une sorte d'Internet, mais fermé à l'administration, qui n'est pas accessible à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'administration nationale, quel que soit le pays, mais si vous êtes dans l'administration nationale, vous êtes connecté et donc en relation avec tous les autres membres de cette administration. Absolument. Et vous avez toutes les informations, en tout cas celles qui sont disponibles dans ce réseau. Voilà. Et le plus souvent, l'intranet, on va mettre sur l'intranet tous les outils dont un fonctionnaire a besoin pour bien faire le travail qui lui a été demandé. Donc, imaginez par exemple aujourd'hui qu'on arrive à mettre en place un bon système intranet. Quand j'étais à la mission de l'informatique, nous avions fait une évaluation. Simplement, les factures téléphoniques des ministères à ministère annuellement coûtaient à l'État plus de 6 milliards de francs CFA. C'est-à-dire le ministère de la Communication qui appelle le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères qui appelle le machin, la secrétaire qui est dans son bureau qui prend 30 à 40 minutes juste pour raconter que hier j'étais au marché, et ainsi de suite. En mettant en place un système de réseau intranet, et accompagné d'un système comme on appelle, de téléphonie sur IP, on arrivait à économiser dans l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Imaginons aujourd'hui que les ordres de mission, c'est toujours le facteur qui porte le courrier pour aller le faire signer là. Avec un système intranet bien outillé, on n'a plus besoin de se déplacer pour valider les signatures et avoir son ordre de mission. Je prends par exemple le budget. Au niveau de la KSF, qui est la cellule informatique du ministère de l'économie et des finances, on a mis en place un outil qui s'appelle le PRED. C'est avec ça que tous les DFM travaillent. Ils capturent le budget et travaillent comme ça avec le budget. C'est les DFM, les directeurs de finances et du matériel dans le département ministériel. Donc la part du budget qui a lieu au département est gérée aujourd'hui par ce système de PRED. Les congés par exemple au Mali. On peut mettre en place un système dans le réseau intranet, faire en sorte qu'on ait une vue générale, un dashboard sur l'ensemble des congés, des missions des uns et des autres. Donc, comme je le dis, dans une organisation internationale, on a vu tout ça, c'est très pratique, c'est très simple. Vous avez les congés, vous avez les formations certifiantes en ligne. Vous mettez les formations sur place, les cadres de l'administration sont tenus de les suivre. Et on dit aujourd'hui, pour évoluer dans les systèmes, pour faire les systèmes d'avancement en fait, il faut éviter les systèmes d'avancement classiques qui ne répondent de mon point de vue pas à une grande logique. Il faut dire, ok, voici un certain nombre de choses, si vous arrivez à le faire, ou un certain nombre de certificats, une fois que vous êtes rentré dans l'administration, vous avancez de tel ou tel niveau. Donc on peut bel et bien mettre en place ces systèmes de formation certifiante en ligne. Ils n'ont pas besoin de professeurs, ils les suivent à leur rythme, et à la fin, ils ont un certificat qui leur permet d'attester d'une compétence nouvelle acquise. Ça peut être un certificat informatique Internet. J'imagine mal aujourd'hui qu'un cadre dans un cabinet ministériel ne sache pas attraper la souris ou envoyer simplement des textos. Et pourtant, il y en a. Il y en a plein. Et qui ne savent même pas écrire souvent sur la machine autre que sur le papier. On n'est plus dans ce siècle. Il faut être contemporain. Monsieur Berete, on n'est plus dans ce siècle. En plus de ce que vient de dire donc Monsieur Bamba, quelle autre plus-value voyez-vous dans une maîtrise par nos administrations africaines de l'outil TIC? Moi, j'en vois un au niveau de la communication. La communication d'abord qui est dirigée vers les administrés et la communication vers l'extérieur de nos pays africains. Si nous prenons une des applications de l'Internet qui concerne les sites web, nous sommes dans un pays francophone et le nombre de personnes parlant le français aujourd'hui dans le monde, sur les plus de 7 milliards, il n'y en a pas beaucoup, c'est moins de 700 millions. Donc nous sommes limités à un public. Avec un site web, vous avez la possibilité de décliner les mêmes informations en plusieurs langues. L'anglais, tout ça. Vous prenez par exemple nos départements qui intéressent les miniers, tout ça. Il suffit juste d'avoir des sites web multilingues pour que nous puissions nous adresser à des publics qui, jusque-là, ne nous entendent pas. Nous avons aussi la communication interne. Moi, je vois... Alors on va s'arrêter sur ce premier volet de communication parce qu'il est particulièrement important. C'est-à-dire que du point de vue de la communication gouvernementale générale, là, vous nous dites, si nous maîtrisons ça, nous pouvons nous adresser à tout le monde. Et nous sortons du face-à-face franco-français.
francophone. Francophile, si vous voulez. Mais ça, c'est très important. Tout à fait, et ça ne coûte pas d'investissement supplémentaire. Je vais juste vous parler d'un site français, le site legifrance.gouv.fr qui concerne l'ensemble des lois en France. Quand vous partez sur ce site-là, vous avez la possibilité d'avoir les mêmes informations en arabe, en espagnol, en italien, en allemand et en anglais. Donc eux-mêmes qui sont des grands moteurs de cette langue-là, comprennent qu'il faut décliner ces outils en d'autres langues pour pouvoir atteindre... Mais nous ne le faisons pas? Non, nous avons des sites en français et il suffit juste de créer des versions anglaises. Nous avons de très bons professeurs d'anglais ici. Il y a des outils en ligne qui convertissent, mais tout le monde sait que la conversion, c'est pas adéquat. Donc, puisque c'est de la communication officielle, et puis il faut puisque c'est de la communication officielle, il faut personnaliser. Il faut personnaliser pour pouvoir atteindre un plus grand public. Ensuite, à l'interne, comme je vous le disais, vous partez aujourd'hui sur le site de la présidence de la République française, vous avez toutes les informations écrites, mais vous pouvez juste appuyer sur un bouton et puis le texte vous est lu. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des Français analphabètes qui ne savent pas lire. Donc pour que l'information puisse passer à tout le monde, ceux qui n'arrivent pas à lire, ils vont écouter. Nous pouvons faire la même chose pour nos informations officielles. Pourquoi ne pas créer un petit bouton pour le Bambara, un bouton pour le Malinké, un bouton pour le Hausa, le Swahili, le Peul, toutes nos langues, le Wolof. Voilà, toutes nos langues, vous faites la lecture ou la traduction des informations essentielles et les personnes qui comprennent ces langues-là vont avoir les informations en même temps que tout le monde. Alors, M. Bamba, M. Berete vient d'aborder exactement le sujet suivant que je voulais que nous discutions. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire nous ramène à l'une des vocations justement de cet éthique-là, c'est-à-dire la démocratisation de la vie sociale, politique et économique. Absolument. Parce que c'est ça qu'il dit en réalité. Ouais. Mais ce que je veux compléter simplement, dans nos pays, quand on jette un miroir sur la réalité aujourd'hui, ce n'est pas le problème de l'accès à l'information, ce n'est pas le problème de la création des sites. Mais ce qui m'offusque, moi, c'est le contenu de ces sites, le contenu en termes informationnels. Il a pris par exemple le cas de Legifrance. On a sur Legifrance les informations dont le citoyen a besoin. Mais chez nous, le site officiel sert aujourd'hui de propagande pour le ministre, sert aujourd'hui de propagande pour les visites. En tout cas, on ne trouve pas, les citoyens qui viennent sur le site d'un ministère ne trouvent pas les informations dont il a besoin. C'est-à-dire qu'en réalité... Qui l'empêcherait de se déplacer pour telle ou telle chose. Donc, il faut faire en sorte que le contenu informationnel soit à la hauteur des attentes du citoyen quand il arrive sur le site Internet. Alors, ça nous ça nous amène à la question de la démocratie. Absolument. D'éthique et de la démocratie. Alors, je voudrais justement que nous abordions cet aspect-là. Parce que si le gouvernement existe, dans le présupposé, c'est pour servir le peuple. Absolument. Ce n'est pas pour faire de l'autopropagande gouvernementale. Absolument pas. Quels sont les services que le gouvernement, un gouvernement quel qu'il soit, de nos pays africains, peut et doit rendre à son peuple à travers l'éthique? Par exemple, je prends un exemple. Chaque département ministériel a un mandat. Le ministère de l'administration territoriale n'a pas le même mandat que le ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. On prend le mandat du ministère des Affaires étrangères. Et on décline à partir de ce mandat toutes les informations dont le citoyen a besoin. Aujourd'hui, quand je viens sur le site d'un ministère, j'ai besoin par exemple de savoir quel est même le simple téléphone d'un gouverneur de Kayes ou de Kidal, je ne le trouve pas. Je n'ai pas accès, comme il a dit, même sur le site de l'Assemblée nationale, au texte de la République. Mais ça, c'est grave, ça. Le fonctionnaire, jusqu'à présent, utilise les textes comme un butin. Alors qu'une loi, quand elle est votée, elle est publique et comme on appelle, d'usage pour tous, et on ne devrait pas payer de l'argent pour avoir des textes de la République. Oui, mais c'est pour ça, M. Bamba, c'est pour ça que je disais dans l'introduction qu'il y avait cette problématique de la rétention de l'information publique. Absolument. Mais l'éthique doit pouvoir aider à résoudre ces problèmes-là. Ça, c'est pas compliqué. Absolument, mais comme je le disais, c'est l'homme qui est au début et à la fin. Cet homme qui est chargé de mettre à la disposition du public les informations dont il a besoin, s'il n'a pas de canevas, s'il n'a pas de programme, si on ne lui dit pas exactement 1, 2, 3, 4, voici les genres d'informations dont les citoyens ont besoin par rapport à notre ministère, alors il va mettre ce qu'il veut. Et la plupart du temps, les gens ont tendance à faire plaisir au ministre. Et on a fait une visite pour poser une pierre par-ci, par-là. On était l'autre jour sur un terrain de foot. Ce sont ces images-là. Les citoyens n'en ont pas besoin.
Alors, je prends par exemple le ministère de la Culture. Le programme culturel, comme on appelle le programme du ministère de la Culture, comment c'est? Et quelles sont les procédures à suivre, par exemple, pour classer un patrimoine dans le site des patrimoines, dans le lot des patrimoines protégés de l'État, ainsi de suite. Donc, des informations utiles, on peut le faire. Il faut un grand séminaire pour demander à chaque département. Mais il y a tellement de séminaires. Non, ça c'est un séminaire qui n'est pas un séminaire de plus. Quand je prends un ministère, il y a un mandat. Quand le gouvernement est mis en place, il y a un texte qui prend. Mais ils n'ont pas le sentiment de la redevabilité. Absolument. C'est ça le problème. Ça, c'est un grand mot. Monsieur Berete, moi je reviens. C'est-à-dire que si l'éthique ne sert pas à l'ancrage et au développement de la démocratie, je ne sais pas à quoi ça sert. L'éthique vont inévitablement y servir. Vous avez vous-même vu, monsieur Marico, des exemples ces jours-ci de plusieurs pays africains. Dès que des manifestations commencent, ils commencent par bloquer Internet et ils commencent à couper les SMS. Parce que c'est vrai, si les pouvoirs publics ne font pas bon usage d'éthique, les populations, elles le font. Elles arrivent à s'informer. Les gens se mobilisent à travers ces différents médias et les gens montent des actions. Donc, autant les populations arrivent à les utiliser à bon escient, je pense que le mieux, c'est que les États aussi arrivent à utiliser ces technologies pour apporter des réponses aux questions et éviter justement les manifestations. Ce qui fait que l'efficacité dans l'usage des nouvelles technologies est beaucoup plus simple pour un État que pour les citoyens. Donc, comme M. Bamba l'a dit, peut-être que c'est un problème de formation, mais moi je pense que c'est beaucoup plus un problème d'orientation. Il faut juste orienter ces technologies vers la satisfaction des besoins du public. Mais cela va aussi poser une question essentielle qui est l'accès à ces technologies. C'est qu'il faut que les technologies soient disponibles déjà. Alors justement, ça c'était le point suivant. L'accès, mais c'est un accès à deux niveaux. Il y a d'abord l'accès à l'élément technologique, mais il y a aussi l'accès, à partir de cet élément technologique-là, à la, comment je vais dire ça, au contenu et en temps réel. Je donne un exemple. Est-ce que le haut débit est à la disposition de tout le monde? Non, en fait... Est-ce que l'accès à Internet, que moi j'ai facilement, concerne ma cousine qui est à Tintabaraden? Voilà, je voudrais que nous abordions cette question de l'accessibilité, mais que nous la prenions dans tous ces aspects. Donc moi, je suis gêné pour avoir été le président de la Commission nationale d'organisation de Bamako 2000-2002. Pour ceux qui nous écoutent, ils savent de quoi il s'agit. Je suis gêné qu'actuellement, en 2015, on parle encore d'accès. Il n'y a que dans les pays africains qu'on parle d'accès. Mais pourtant, c'est maintenant, on a dépassé les accès. C'est maintenant le contenu. Okay? C'est le contenu aujourd'hui. Bon, pour l'accès, c'est vrai que nous avions des infrastructures moins développé, par exemple le filaire qui n'était pas bien développé. Maintenant, je pense qu'avec les grands projets de dorsales à fibre optique, le Mali a 2 dorsales qui quittent déjà le Sénégal, qui attaquent les câbles sous-marins qui quittent le Sénégal pour le Mali. On a des projets de fibre optique aussi, Gao, frontière algérienne et ainsi de suite. Donc, j'espère que dans les années à venir, qu'on aura un réseau assez stable pour permettre de donner l'accès à tous les Maliens. Et le problème du haut débit que vous avez dit est fondamental. Parce que si la route n'est pas bonne, il n'y a pas de grandes voitures qui puissent passer dessus. C'est exactement le même schéma que dans les nouvelles technologies. Si le circuit qui permet de faire passer l'information, les données, n'est pas de bonne qualité, alors nous aurons des débits à la hauteur de la qualité des infrastructures que nous avons. Mais la fibre optique est en mesure de résoudre ces questions. Et vous voyez, dans la ville, il n'y a pas de communication, par exemple. Mais chaque fois que vous voyez dans la ville, c'est Lupen Proletarius, là, comme on dit, là, qui creuse les fosses, enfin, les fossés, qui mettent des fils, le plus souvent, c'est la fibre optique qu'on est en train de mettre. Très bien. Monsieur Berté, est-ce que l'accès à l'information à travers l'éthique n'est pas un moyen aussi de garder certains en dehors précisément de cette dynamique de l'information? Ça en a tout l'air. J'espère que ce n'est pas fait exprès, mais si nous prenons ces 2 problèmes que vous avez posés sur l'accès, d'abord, le côté infrastructure, vous verrez que
à peu près la carte des pays les moins développés se superpose à la carte des pays les moins imprégnés dans les technologies de l'information et de la communication. Je m'explique. Quand vous prenez aujourd'hui au niveau mondial, vous avez environ 44% des ménages dans le monde qui ont accès à l'Internet. Sauf que c'est 78% dans les pays développés, c'est 31% des ménages dans les pays émergents qui ont accès à l'Internet, et vous avez 5 à moins de 5% de ménages qui ont accès à l'Internet dans les 45 pays les moins avancés au monde. Alors, quand vous prenez un pays comme le Mali, et d'ailleurs l'écrasante majorité des pays africains, nous sommes en bas de tableau. Bien que nous avons 3 pays qui ont fait des bons extraordinaires de 2012 à 2013. Vous avez la RD Congo qui est passée de 2% des ménages à 10,5%. Le Lesotho qui est passé de 7 à 11. Et vous avez le Sénégal qui est passé de 3,5% des ménages à 15% des ménages qui ont accès à l'Internet. Le Rwanda aussi. Le Rwanda aussi a fait un bond. Mais vous avez aussi le peloton de queue qui est constitué par l'Érythrée, Myanmar, le Niger, la Guinée, qui sont à moins de 2,5% d'accès des ménages à l'Internet. Qu'est-ce qui explique ça? Ça interpelle directement les autorités publiques. Les populations elles-mêmes ne peuvent pas faire des investissements pour accéder à ces technologies. Donc c'est là où ça revient à la gouvernance. Il faut que nos gouvernants comprennent que ces nouvelles technologies peuvent être une chance et ces nouvelles technologies doivent être utilisées pour justement essayer de réduire ce que nous appelons la fracture numérique. Il y a M. Sanou, le directeur du bureau des télécoms au niveau de l'UIT, qui disait que ce sont dans les zones les plus reculées, les zones pauvres et les zones rurales, que les nouvelles technologies sont susceptibles d'avoir le plus grand impact. Donc il faut que nous soyons connectés. Ça, c'est au niveau des infrastructures. Mais c'est qu'au niveau mondial, aujourd'hui, l'Afrique globalement contribue à la création de sites et la création de contenus sur Internet et l'enregistrement de domaines. Nous avons 1% de part, toute l'Afrique réunie. Donc ça veut dire que même sur l'Internet, nous ne sommes que des consommateurs des contenus que les autres y mettent. Je vois souvent certains de nos chercheurs s'offusquer que sur Wikipédia, qui est une encyclopédie participative, que les informations sur certains de nos royaumes ou nos informations clés n'y figurent pas ou y sont mal données. Je dis, mais allez-y les mettre. C'est du participatif. Il faut que nous prenions le temps d'aller écrire des contenus. Mais nous ne participons que pour 1% des contenus mondiaux sur les nouvelles technologies. Moi, je voulais juste rebondir sur sa réponse. Oui, assez rapidement, et on va passer à l'économie numérique. Oui, absolument. Ça arrive sur un autre angle. Il a donné les chiffres sur lesquels je ne reviens pas dessus, que je partage totalement. Mais aujourd'hui, le gros problème, c'est que les technologies de l'information et de la communication sont accessibles à partir d'outils qui sont plus chers, qui sont chers par rapport à la bourse des Maliens. Pourquoi le mobile a fait cette, entrée fulgurante? Parce que le mobile, par rapport à l'ordinateur, coûte encore moins cher. On a dit ici à Bamako 2000 que l'État devrait accepter de ne pas prélever des taxes au cordon douanier sur le matériel et l'équipement informatique. Alors, l'application d'un décret dans ce sens a donné tout le sens contraire. Alors, comme d'habitude, si l'ordinateur coûte cher, les ménages ne peuvent pas avoir accès. C'est pourquoi tout le monde se rabat sur les mobiles. Mais il faudrait que dans ce pays, si nous voulons effectivement que les technologies aient un impact sur notre vécu, sur notre quotidien, que l'outil principal à partir duquel nous avons accès à Internet, qui est l'ordinateur, puisse être accessible. Très bien. Et on a vu que, par exemple, l'initiative du docteur Yam Diallo, il a mis en place, il a fait un montage d'ordinateur à partir de rien. Mais ça, si on l'encourage, ça peut permettre de casser un peu cette fracture numérique là aujourd'hui. Et c'est au Mali qu'on avait voté cette déclaration de Bamako 2000. Elle n'a jamais été mise en œuvre. Donc il faut revenir sur ça. Très bien. Mais bon, on va sortir du cadre malien parce que nous sommes panafricains. On va parler de l'Afrique d'une manière générale. Maintenant, je voudrais que nous abordions la question de l'économie numérique. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. L'économie numérique, il faut le prendre de façon simple. C'est toutes ces activités
tous ces emplois, toutes ces valeurs ajoutées qu'on a à partir des métiers liés à l'informatique, aux nouvelles technologies. Donc l'ensemble de cela va constituer l'économie numérique. Je prends un exemple très, très simple. Vous prenez par exemple le téléphone, l'introduction du téléphone au Mali. Est-ce que vous savez le nombre d'emplois que le téléphone a créé? Ça fait partie de l'économie numérique. Et vous prenez aujourd'hui, par exemple, tous les emplois nés de la numérisation, par exemple, des archives nationales dans certains pays africains. Mais c'est de l'emploi né des nouvelles technologies. Donc, toute la nébuleuse là, toute la bulle des métiers qui tournent autour des nouvelles technologies va être appelée économie numérique. Est-ce qu'il existe dans nos pays, d'une manière générale, des institutions de veille numérique? C'est-à-dire des institutions qui veillent, qui suivent et qui gèrent le développement des TIC dans nos pays? Tout à fait. J'ai rarement vu des gouvernements au niveau de ces pays où il n'y en a pas un qui est ou à connotation économie numérique ou à connotation nouvelle technologie ou technologie de l'information et de la communication. Ça, c'est au niveau formel. Je parle de la réalité des faits. Dans la réalité des faits, c'est tout autre chose. Parce que dans la réalité des faits, il ne faut pas oublier que le développement de l'économie numérique passe inévitablement par la mise en confiance des acteurs de cette économie numérique. Absolument. Et cette mise en confiance ne se fait pas sans les textes. Vous prenez un pays comme la France, ils ont voté en 2004 une loi qu'on appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est la LCEN. Ça, c'est dans cette loi qu'ils se sont évertués à rassurer les populations. Je prends par exemple une des composantes essentielles de l'économie numérique qui est le commerce électronique. Je propose des services ou des biens sur Internet, je suis loin de vous, vous ne les voyez pas et vous les achetez. À un moment donné, toute cette transaction se fait de façon dématérialisée et il me faut, en cas de problème, prouver que je suis dans un lien contractuel avec le vendeur. Et là, il faut que la législation suive parce qu'on va obliger le prestataire à émettre une facture, mais tout ça, ça se fait de façon électronique. Vous avez un fichier nativement électronique dans votre ordinateur, alors que si vous prenez la même législation, il vous est dit que les actes civils, des actes d'achat, dès que ça dépasse 1 500 €, il vous faut un écrit. Donc il faut qu'il y ait un texte qui dise que l'écrit informatique, c'est la même chose qu'un écrit papier. À partir de là, les acteurs sont responsabilisés et les citoyens qui sont les consommateurs, par exemple, de ces commerces électroniques sont mis en confiance et ils y vont. Dans nos pays, nous n'avons pas encore une grande circulation des cartes de crédit, mais nous avons beaucoup de moyens de paiement. Les gens arrivent maintenant à payer leurs factures et tout ça avec des crédits ou autre chose sur leur téléphone. Il y a des comptes de monétique un peu chez la plupart des opérateurs qui fournissent les accès et l'Internet et même le téléphone dans nos pays. Donc une économie numérique peut se développer, mais que ce soit l'économie numérique ou l'éthique, il faut qu'il y ait un développement des textes de loi qui permettent à ce que ça aille de l'avant. Monsieur Bamba, je reviens dans ce que dit Monsieur Berete. Moi qui ne comprends pas très bien tout ça, je me dis peut-être que le fisc dans nos pays, les douanes, la justice, peuvent être mieux rendus, plus efficients, si éventuellement les TIC sont l'élément essentiel de leur travail. Absolument. Mais je ne voudrais pas passer sous silence une inquiétude soulevée par Niama. Oui, allez-y. Par rapport au cadre juridique et réglementaire. Il y a une très grande lenteur. Mais je peux le rassurer qu'il y a 6 avant-projets de loi qui sont déjà sur le bureau de l'Assemblée nationale, dont une loi a été déjà votée, c'est la loi sur la protection des données à caractère personnel. Dans les avant-projets de loi qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale, il y a une loi sur l'équivalent de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui va conférer la même valeur juridique aux documents électroniques, aux documents papier. Mais simplement, compte tenu du fait que le facteur humain est toujours là, compte tenu du fait que très probablement ceux qui ont ces textes sur leur bureau ne savent pas le tort qu'ils sont en train de causer au pays, qu'ils sont en train encore de traîner, et jusqu'à présent la loi n'est pas votée, quand elle aurait dû l'être depuis 3, 4, 5, 6 mois. Est-ce que ça, c'est pas une question de volonté politique aussi, monsieur Bamba? C'est les hommes toujours, c'est une question de volonté politique, mais si... Parce qu'un gouvernement
qui, en dehors de toute démagogie politicienne, considère qu'il s'agit là d'un sujet prioritaire, ne laissera pas traîner sur des bureaux de je ne sais pas qui, des documents qui sont essentiels aux citoyens et à la vie de la nation. Et surtout que ça a été impulsé par un grand projet national, le projet de guichet unique électronique pour le commerce extérieur, qui était en train d'être mis en œuvre par la cellule technique de réforme du cadre juridique des affaires. C'est la suite de cela que nous avons lancé ce vaste projet de normalisation au Mali. Et nous avons produit les avant-projets de texte. Donc à la base, il y a déjà un grand projet. Mais pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas voté? L'administration territoriale a été proactive. Elle a retiré du lot la loi qui l'intéressait pour garantir, pour donner un cadre juridique au RAVEC. Et c'était la loi sur la protection des données à caractère personnel. Maintenant, pour répondre à votre question, la justice et tout le fisc, les douanes. Je prends par exemple la justice. La police, je ne sais pas tout. Je prends la justice par exemple. Oui. On a un fichier qui s'appelle le fichier AFIS, qui est utilisé par Interpol. C'est le fichier des empreintes automatisées, des empreintes digitales. Fichier automatisé des empreintes digitales. AFIS ou FAED quand on le dit en anglais. Alors, est-ce que vous savez que quand on va à la police aujourd'hui pour demander sa carte d'identité, qu'on dépose nos empreintes à la police, est-ce que vous savez quel usage en est fait? C'est souvent l'identification judiciaire qui les utilise, mais c'est une utilisation encore archaïque. Alors, ce logiciel-là, qui ne se donne que de gouvernement à gouvernement, parce qu'un particulier ne peut pas aller demander à Interpol un tel logiciel. Alors, vous le mettez en place et tous ceux qui ont eu affaire avec la justice, ils vont avoir leur base de données là-dedans. C'est exactement le même scénario que vous voyez lorsque vous regardez les films américains. Quand un acte est commis, on prélève les traces, mais s'il n'y a pas une telle base de données, c'est difficile de mettre la main sur le délinquant. Alors, ces outils-là existent pratiquement gratuits. Pourquoi nos pays ne le font pas? Oui, moi je dis par exemple le fisc. Oui. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de chiffres, oui. Mais je ne sais pas combien de gens payent les impôts par exemple dans nos pays. Je ne sais pas combien. Mais vous allez trop loin. Je suis sûr que c'est une infime minorité qui paye les impôts. Ouais. Est-ce que les TIC ne peuvent pas permettre d'élargir cette assiette-là de manière rationnelle et équitable? Vous allez trop loin. Il faut d'abord connaître le nombre de... On ne connaît même pas avec exactitude le nombre de fonctionnaires qui travaillent au Mali. Et pourtant, avec les nouvelles technologies, ce n'est pas un problème. Alors si vous ne connaissez même pas le nombre de citoyens, le nombre de personnes qu'on peut imposer, mais vous ne pouvez pas bien organiser votre fixe. Donc, moi je pense que au niveau de la douane, par exemple, avec le projet du guichet unique électronique, si on arrivait à le mettre en place très rapidement, ça va générer énormément de ressources pour l'État. Est-ce que la CEDEAO, par exemple, ou l'UEMOA, je ne sais pas, qui sont donc des organisations sous-régionales, est-ce que la solution ne peut pas venir de là, M. Berete? Ces organisations le font. Juste sur une question précise qu'est la douane, ces mêmes organisations sont en train de pousser à une interconnexion des douanes au niveau de la CEDEAO. Et c'est un projet qui s'appelle Sidonia World. Et donc, ça va permettre à ce que non seulement les douanes soient interconnectées, mais même à l'intérieur du pays, il va y avoir des transitaires autorisés qui font directement toutes leurs déclarations à partir de leur bureau. Ils vont installer des VPN sécurisés. Ça, c'est en cours. VPN, ça veut dire quoi? Virtual, c'est des réseaux privés virtuels. Voilà, c'est des réseaux privés virtuels sécurisés entre le transitaire autorisé et le service des douanes. Oui. Mais je peux vous dire que, par exemple, l'un des pays où l'Internet a été coupé ces jours-là pour cause de manifestations, dans ces pays, non seulement les banques n'ont pas travaillé, mais la douane aussi n'a pas pu travailler. Donc c'est pour vous dire que souvent ces services sont connectés. Et pour le cas du Mali, le fisc est ultra connecté. Mais c'est là, les chiffres sont dans des bases. Maintenant, comment on les sort et qu'est-ce qu'on en fait? C'est toute la question. Sinon, ce n'est pas la disponibilité des chiffres. Alors ça nous ramène à l'élément fondamental à partir duquel nous avons commencé notre discussion, c'est le facteur humain. C'est-à-dire qu'au-delà de la technologie, l'homme reste en réalité l'invariant négatif dans cette affaire-là. J'allais plutôt dire, moi, la gouvernance. Parce que les hommes aussi obéissent à des ordres. À des ordres donnés par des hommes. Si il est demandé aux fonctionnaires, par exemple, du fisc ou aux fonctionnaires des douanes de rendre les chiffres disponibles, vous les verrez tout de suite. Donc, en fait, est-ce qu'il y a une volonté politique de sortir ces chiffres, de les connaître et de les faire connaître?
Là est toute la question. Ouais. Messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais vous donner la parole, à commencer par M. Bamba. Mais c'est une parole libre que je vous donne, je ne vous pose pas de questions. Mais par rapport donc à notre sujet, qu'est-ce que vous avez à dire en fin de compte? Si c'est mon dernier mot, c'est un appel que j'ai à lancer aux autorités de notre pays pour récompenser un homme qui est décédé. 25 ans de service au Mali. C'est un Américain par le service duquel l'Internet est venu au Mali. C'est Denis Bilodeau. Il est mort, il est parti dans l'anonymat. Et notre pays jamais ne l'a élevé à quelque reconnaissance que ce soit. Si j'ai un appel à lancer, c'est vraiment demander aux autorités de notre pays de faire en sorte que le mérite et le combat de cet homme-là pour Internet au Mali soit reconnu au plus haut niveau. Qu'au moins qu'on le décore au moins une fois, parce qu'il le mérite. Parce qu'en 98, c'est son service au niveau de l'USAID qu'on appelle le service Infocom qui a amené le nœud national Internet au Mali. Il a passé 25 ans de sa vie au service des radios et de l'Internet au Mali. Et pourquoi lui, il ne mériterait pas que ce soit reconnu? Donc, mon appel, c'est reconnaissance pour le combat de Denis Bilodeau au Mali. Très bien. Monsieur Berete, votre parole est libre. Pour une parole libre, moi je voudrais un peu nuancer les technologies de l'information et de la communication qui est présenté comme miraculeux et que nous-mêmes nous contribuons à rendre miraculeux. Nous avons de jeunes téléspectateurs au niveau d'Africable. Je veux juste mettre en garde et les autorités, et les parents, et les jeunes. Il n'y a pas que du bon sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je dirais aux jeunes gens, étudiez, récupérez des compétences, ne mettez pas tout sur les Facebook et Twitter parce que la plupart du temps, il y a beaucoup d'informations. Quand nous les lâchons, nous ne les récupérons plus. Et ça peut porter préjudice par la suite. Et aux autorités de vraiment être réactives, de prendre des lois et des textes, même des textes pénaux, pour que ces technologies soient encadrées parce que ça amène du bon, mais ça peut aussi être le lit de beaucoup de trafic et de beaucoup de délits. Oui, d'ailleurs, je voudrais vous informer que nous sommes en train de préparer une émission. C'est pour ça que je n'ai pas abordé cet aspect-là, mais il y a une émission que nous allons consacrer à la cybercriminalité et au cyberterrorisme. Je crois que ça va dans le sens de cette prévention que vous faites aux jeunes qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur tout le reste. Tout à fait. Monsieur Bamba, Monsieur Berete, merci de nous avoir accompagnés et éclairés sur cette problématique des technologies de l'information et de la communication et de la gouvernance. Un ami musulman, abasourdi et en sidération totale, m'a rapporté il y a quelques jours que quand on a demandé à un jeune Nigérien incendiaire d'église pourquoi il s'en prenait à cet édifice cultuel, il a répondu que c'est parce que les chrétiens ont tué Charlie. Constatant ma stupéfaction, mon ami m'a précisé, oui, tu as bien entendu, il participait au saccage de cette église parce qu'on lui avait dit que des chrétiens avaient tué Charlie. Si donc, comme mon ami dévasté et moi-même, vous n'avez rien compris à cette affaire, retrouvons-nous vendredi prochain pour tenter d'y voir un peu plus clair, mais surtout pour tenter de comprendre ce qu'est ou qui est ce Charlie que notre pyromane tentait de venger en incendiant un édifice cultuel. Pour cela, comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos avis, vos questions et vos observations au 00223 44 20 80 80, vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Excellente soirée chez vous, merci de nous faire confiance et à vendredi.